Bonjour à tous, bienvenue pour notre conférence. Donc, on va vous parler de Component Team à Feature Team. Ça, je vais présenter du coup Amine, Scrum Master, Loïc, Scrum Master, Ayoub, Scrum Master, et moi du coup RTE. Et on va faire un Rex du coup du groupement Les Mousquetaires sur notre transformation qui a été opérée il y a environ un an aujourd'hui. Qu'on fasse un anniversaire d'ailleurs. Tout d'abord, un remerciement à nos sponsors pour cet événement, donc Agile en scène, donc merci à eux. Alors, d'abord, une petite présentation du groupement s'impose. Donc, qu'est-ce que le groupement Les Mousquetaires? Donc, le groupement Les Mousquetaires, c'est d'abord 9 enseignes qui sont portées haut et fort par plus de 3000 chefs d'entreprise indépendants, avec environ 150 000 collaborateurs pour plus de 4000 points de vente en Europe. Points de vente qui sont mobilisés autour d'un concept assez unique, celui d'un modèle de producteur-commerçant. Et nous, du coup, donc Scrum Master RTE, on est à la Steam. Donc la Steam, c'est la DSI de tout le groupement. Et on travaille plus particulièrement sur l'e-commerce. Donc l'e-commerce pour les consommateurs. Donc Madame Michu qui fait ses courses sur l'application mobile ou le site internet, mais aussi les points de vente pour qu'ils puissent préparer ses commandes. Donc les deux, on travaille sur les deux aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, donc le chiffre d'affaires de l'e-commerce, pas des ventes physiques, de l'e-commerce, donc c'est 1,2 milliard par an. C'est un chiffre d'affaires qui a doublé en 2 ans. Je vous laisse deviner à cause de quoi. Et on est sur un plateau de 160 personnes environ. Donc avant de commencer sur la transformation, je propose de faire un petit point d'histoire du coup. Et pour ça, je laisse la parole à Ayoub. Merci Samy. Du coup, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une équipe composant, un component team? Un component team, en fait, c'est des équipes spécialisées, chaque équipe dans une technologie. C'est-à-dire une équipe web, une équipe mobile et une équipe service. Ouais, pardon, excusez-moi. Du coup, le fonctionnement des équipes componentes dans le contexte Steam, en tout cas, c'était qu'on avait un chef de projet et lui, il maîtrisait du coup le futur de bout en bout. Et lui, en fait, ensuite, il bossait cette fonctionnalité envers les différentes équipes. Il va passer de l'équipe web à l'équipe mobile, avec des allers-retours avec l'équipe design, qui était une équipe à part, et service également. Du coup, en fait, il n'y avait que le chef de projet qui maîtrisait en fait, le futur de bout en bout. Ensuite, je vais vous parler de l'avantage d'une équipe composant dans le contexte Steam. C'est quoi les avantages, en tout cas, que nous, on avait au sein de la Steam? Du coup, d'abord, on avait une expertise technique, c'est-à-dire, une fois que tu as toutes les spécialités dans la même équipe, c'est-à-dire une équipe service, il n'y a que 2 services dedans, back, vont avoir une expertise technique très forte. Également pour le web, etc., avec des leads dev très forts, avec des formations, etc. Et le 2, en fait, est la facilité de releasing. Parce qu'on avait un releasing par équipe et par product owner. C'est-à-dire c'est un seul product owner qui maîtrise un releasing back, un releasing web, etc. Et là, on va arriver aux inconvénients du coup, d'une équipe composant. Et je vous assure, il y en a plus que 2. Tout d'abord, tout sujet à dépendance. C'est-à-dire, pour développer le moindre fonctionnalité, il faut mettre d'accord toutes les équipes. Et cette fonctionnalité-là, elle va traverser au moins 3 équipes, au moins. Et le time to market, du coup, comme on l'a dit, Community Future va traverser plusieurs équipes. Le time to market il va être beaucoup trop long. Le temps que mettre tout le monde d'accord. Et les allers-retours avec service, avec l'équipe design, etc. Et pour que on voit le futur sur le marché, ça va être trop long. Bout de vision de produits, des BO spécialisés. Du coup, en fait, on avait un product owner par équipe sur une spécialité. Par exemple, pour les product owners pack, ils n'avaient pas une vision d'ensemble de produits. Ils maîtrisaient leur périmètre, c'est-à-dire le back, sans forcément aller au-delà et aller en fait chercher essayer d'innover ou voir ce que les clients, par quoi ils sont intéressés en gros. 4e point, en fait, plusieurs personnes à synchroniser. C'est-à-dire, en fait, comme on l'a dit, pour chaque futur, il faut mettre tout le monde d'accord. L'équipe design, l'équipe web, product owner design, product owner web, product owner service. Et du coup, en fait, pour synchroniser tout le monde, vous imaginez en fait, le temps qu'on passe en réunion pour mettre tout le monde d'accord.
Aussi pour les gestions d'anomalies, il y avait une gestion d'anomalies un peu trop longue parce qu'à chaque fois qu'une anomalie de prod tombe, on se rejette les fautes. L'équipe web va dire c'est service, services vont dire c'est web, et on va faire un ping-pong, ce qui va rallonger beaucoup en fait le temps de résolution des anomalies. Et parfois aussi, ça peut causer aussi des problèmes d'ambiance au sein des équipes. Si l'anomalie, c'est une anomalie urgente et bloquante sur le produit, on va se rejeter les fautes, web vont dire ça service alors que c'est pas service, etc. Et du coup, ça peut causer même des problèmes de confiance au sein des équipes. Un over-engineering côté back. Du coup, moi, j'étais Scrum Master sur les équipes back, service. On avait tendance en fait, à aller au-delà de ce que avait besoin le front. C'est-à-dire à réfléchir et penser à tous les scénarios possibles et imaginables. Essayer de développer un truc parfait, alors qu'on n'a pas forcément besoin de ces fonctionnalités côté front. Et ce qui fait nous perdre une productivité et beaucoup d'énergie dépensée pour rien en fait, sur le parti back. Et une manque de responsabilité des équipes, et ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, une manque de vision produit. C'est-à-dire chacun est responsable d'une partie technique, une future. C'est-à-dire les équipes PAC ils ont un contrat d'interface sur lequel ils vont travailler et ils ne vont pas aller au-delà en fait. Ils n'ont aucune responsabilité sur la future en question. Ils savent pas s'il est sorti en prod au final. Ils savent pas c'est quoi l'avis des clients sur cette future-là. C'est quoi en fait le succès de cette future une fois c'est sorti au client. Du coup en fait chaque équipe était un peu orientée sur sa technologie et ils n'ont pas une vision d'ensemble sur le futur. On va donner un exemple tout simple, en fait, un exemple d'une fonctionnalité très très simple en mode component team. Là, on avait l'exemple de consigne sac. En fait, à un moment donné, le métier ils ont demandé d'avoir un bouton en fait sur le tunnel d'achat pour que les clients puissent choisir s'ils veulent ramener leur propre sac ou avoir les sacs Intermarché. Là, pour un bouton aussi simple, du coup. C'est juste un bouton classique, elle le met, je souhaite ramener mon sac ou je ne souhaite pas ramener mon sac. Sous une équipe composant, je vous laisse deviner combien d'équipes ça traversait. 6 équipes au total. C'est-à-dire cette future elle va passer du web au mobile, au design, avec des allers-retours à chaque fois. Service, picker, back-office. C'est des équipes picker et back-office. En fait, c'est des équipes qui sont responsables sur la préparation de commandes au magasin. Et du coup, cet aller-retour en fait, entre les différentes équipes va causer un time to market beaucoup trop long. Du coup, cette fonctionnalité qui est hyper simple, elle a mis 6 mois en fait, pour arriver au client. Et ce qu'il a, en fait, tous ces inconvénients, en fait, des allers-retours, etc., ça crée un sentiment d'urgence au sein de groupement en fait, pour changer le modèle et le faire évoluer. Du coup, je vais laisser Samy développer cette partie. Vas-y, prends les mots, salut. Alors, comme disait Ayoub, du coup, donc, maintenant on rentre dans la préparation de la transformation. Donc voilà, on en est conscient. On veut se transformer. Et c'est quoi la première étape du coup d'une transformation? C'est un sentiment d'urgence, du coup. Parce que s'il n'y a pas d'urgence, donc sans bien sûr déclencher l'alarme de l'open space, il s'agit vraiment d'avoir ce sentiment-là qu'on doit changer et qu'on doit bouger. Donc suite à l'arrivée d'un nouveau directeur e-commerce, qui était aussi le sponsor finalement de cette transformation, on a décidé d'initier la réflexion. Et du coup, on voulait déjà initialement dans la réflexion se verticaliser. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire, qu'on voulait au moins tenter à minima. Et à notre niveau, on était tous convaincus du changement. Mais il fallait convaincre aussi de l'urgence, que c'était urgent de changer, que ce n'est pas grâce à des petits quick wins qu'on allait corriger tous les inconvénients qu'on avait, donc cités par Ayoub juste avant, qu'il fallait un changement beaucoup plus profond finalement. Et sans urgence, on a tendance aussi à patiner et à se conforter sur le modèle actuel et à se dire, un peu comme sur l'image, que finalement on n'est pas si mal, on peut rester comme ça parce que on arrive quand même à délivrer de la valeur régulièrement, juste assez pénible. Mais du coup, on était aussi persuadés qu'on pouvait faire finalement mieux avec le même dispositif. Raison de plus aussi quand la transformation est opérée en interne, du coup. C'est-à-dire que la direction n'a pas dépensé de sommes folles pour se transformer, et là, le sentiment d'urgence est d'autant plus important. Et du coup, il fallait aussi trouver des personnes motivées en interne, qui allaient pouvoir aussi se libérer du temps pour mener à bien cette transformation.
Et ça tombe bien, du coup le PI planning était passé, donc j'avais 3 mois de libre devant moi pour initier la transformation avec tous les collaborateurs. Alors la verticalisation, donc j'en parle depuis tout à l'heure, hein, finalement qu'est-ce que c'est? Donc c'est de passer d'équipes horizontales, donc des component teams, c'est un peu un abus de langage qu'on a, à des équipes verticales qui sont dans le même sens que les features, du coup. C'est-à-dire qu'une feature est délivrée par une seule équipe de bout en bout. C'est en tout cas la philosophie qu'on avait derrière cette feature team. Mais la question qui se pose, c'est comment être sûr, finalement, que la verticalisation est la solution à nos problèmes. Parce qu'on en avait des problèmes, Ayoub les a cités. Comment être sûr avant de se lancer, parce que c'est un gros changement. C'est do it or... je vais citer Yoda, du coup, mais soit on le fait, soit on le fait pas. Il n'y a pas d'essai, on ne peut pas essayer une transformation, c'est compliqué, parce que si on n'impacte une équipe, on impacte toutes les équipes, on s'est posé la question, et finalement on ne l'a pas fait. Et on a aussi un produit qui génère un chiffre d'affaires important, donc 1,2 milliard, et du coup il fallait aussi convaincre l'ensemble des managers qui étaient assez frileux à changement, parce que dès qu'on touche à la stabilité de toutes les équipes du plateau, donc c'était 160 personnes, on pouvait potentiellement mettre à risque aussi la plateforme en question. Donc du coup on a essayé de reprendre chacun des pain points qui ont été remontés du coup par Ayoub, et on s'est assuré d'y répondre avec la verticalisation, en tout cas d'avoir un plan d'action à court ou moyen terme pour y répondre. Et une fois qu'on a réussi à embarquer l'ensemble des managers du coup dans la transformation, qui étaient finalement d'accord, qui ont progressivement accepté le changement, accepté que ça pouvait résoudre des problèmes, et du coup on est parti dans une grande phase de co-construction du nouveau modèle avec les équipes. La checklist. Donc du coup, maintenant tout le monde est d'accord. On veut se lancer, on veut se transformer. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première étape, du coup, c'est le modèle de feature team. Donc on veut lancer des feature teams, mais quel modèle on va choisir? Du coup, il y avait 2 modèles qui s'affrontaient. Donc le premier modèle, c'est la feature team avec un périmètre flexible. Donc un peu ce que préconise Safe finalement. Donc c'est une équipe qui va juste prendre les items du backlog du programme, et le backlog du programme va se dispatcher dans les équipes par ordre de priorité. Ça fait que ces équipes n'ont pas forcément de périmètre du coup, et c'est une approche qui est plutôt top-down. En tout cas, c'est nous comme ça qu'on le voyait. Donc c'est l'approche Safe qu'on connaît tous. Du coup, je suis RTE, je connais bien. La deuxième approche qu'on voulait aussi tenter, c'était une approche beaucoup plus bottom-up, et pour ça, on a préféré avoir un périmètre fixe pour que les équipes s'accaparent ce périmètre, deviennent experts de ce périmètre et défendent la performance de ce périmètre. On en parle beaucoup avec les Scrum Masters, c'est presque une approche capitaliste versus communiste. On a beaucoup de débats là-dessus, parce qu'effectivement, parfois on trouve que ça manque d'optimisation, donc on en parlera dans les challenges, mais en tout cas on a préféré le périmètre fixe, justement pour responsabiliser au maximum les équipes et encourager le bottom-up, du coup, que les équipes poussent leurs idées. Périmètre fixe, ok, maintenant quel périmètre on doit prendre? Donc ça aussi on l'a fait avec plusieurs ateliers, donc on a fait plusieurs one to for all, du coup, donc des petits groupes qui se fusionnaient au fur et à mesure. Et la règle, les 3 règles du coup pour décider du périmètre, c'était optimiser le time to market, donc c'était une des raisons principales pour lesquelles on voulait se transformer. 2, réduire au maximum les dépendances entre les équipes. Du coup, éviter d'avoir des parcours splittés entre 2 équipes, par exemple. Et 3, c'était pouvoir raconter une histoire sur l'équipe, qui a un scope, qui a une vision, que le PO puisse développer sa vision, qui a un contour qu'on puisse présenter, et sur une squad sur laquelle on puisse mettre un titre évocateur et explicite. C'était les 3 règles, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Je présenterai le modèle juste après. Ensuite, c'est les nouveaux comités pour accompagner finalement le changement. Donc, on se verticalise, et du coup, on a besoin de nouveaux comités aussi pour se synchroniser différemment. On va plus synchroniser du coup au niveau des features, parce que ça se fait plutôt naturellement au sein de l'équipe, mais plutôt au niveau des composants, par exemple. C'est là notamment qu'interviennent les communautés. Donc on a mis en place quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc on a mis en place des communautés de développeurs et de designers pour s'assurer de l'homogénéité de l'ensemble. Imaginez qu'un développeur web dans une équipe choisit d'utiliser un autre framework que l'autre équipe. C'est pas bon. Il faut garder une uniformité au global. Pareil pour les designers, il faut la même patte graphique, a priori. Donc super important. Des nouveaux rôles. On a mis aussi en place des nouveaux rôles, donc notamment celui de lead PO, qui n'existait pas avant. Et il y a des rôles aussi qui ont beaucoup évolué. Amine en parlera juste après, notamment celui de PO, aussi celui de QA. Le QA avant dans l'équipe testait que des stories web à la chaîne. Maintenant, il se retrouve à tester du service, du web, du mobile. Le rôle change aussi.
Bon, on a la mise à jour des outils, donc comme beaucoup d'entre vous, on utilise Jira et Confluence, donc on a mis à jour aussi nos outils pour supporter cette transformation. Le releasing, donc ça c'était un des gros points à traiter avant la transformation, c'est ce qui nous a pris le plus de temps finalement, parce que c'est vrai que c'était plutôt confortable, le releasing en component team, comme le disait Ayoub, c'était un des avantages du coup, parce que tout le web est dans une seule équipe. Donc là, il a fallu réfléchir au nouveau comité qu'on allait mettre en place pour s'assurer que le package livré sur le site internet serait cohérent et que ce que fait une équipe ne va pas casser ce qu'a fait l'autre équipe. Donc il y avait un vrai besoin aussi de synchronisation qu'on essaie d'anticiper. On a essayé aussi de revoir le CI/CD. On est encore en train de le revoir et de le perfectionner. Et enfin, le positionnement. Qui va où? La dernière question, du coup, vu que comme tout changement, donc presque RH finalement, qui s'est vu à la fin, avec un maximum de participation. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on a essayé de mettre à contribution en tout cas les collaborateurs. Donc finalement, on a abouti à un modèle taillé sur mesure, donc qui va ressembler un peu à du Spotify pour ceux qui connaissent. Donc d'abord, comme je disais en introduction, on a deux typologies de clients. On a d'abord les consommateurs qui vont commander sur le site internet en drive ou en livraison à domicile. Et de l'autre côté, on a les collaborateurs en point de vente qui vont préparer les commandes que les clients ont commandées. Donc du coup, on a fait ce premier découpage. C'est des produits différents et c'est des clients différents. Du coup, on s'est dit, tiens, on va déjà couper en deux. C'est plutôt simple. Ensuite, on a les équipes qui sont délimitées, comme je disais avant, par un périmètre fixe. Du coup, on va avoir deux tribus. Donc, dans la partie consommateur, on a la squad recrutement, la squad fidélité dans la tribu client, et dans la tribu shopping, on a la squad course et la squad tunnel d'achat. Normalement, rien qu'avec le titre, ça vous laisse entrevoir sur quoi ces équipes travaillent. Et de l'autre côté collaborateur, on a la squad picker. Donc, picker, c'est un outil de préparation de commandes, et la squad back office, qui est vraiment tous les outils finalement pour les points de vente et pour le suivi de l'e-commerce. Ensuite, on a rajouté aussi un objectif de fond pour essayer d'aller encore plus loin que ce simple périmètre, pour parfois transcender ce périmètre. C'est un objectif de fond qui sera a priori toujours là. On aura toujours besoin de rétention, de faire revenir les clients, donc surtout la partie de la fidélité, de mettre en place des programmes de feed qui encouragent les gens à revenir, de l'acquisition, de faire en sorte que les gens viennent finalement sur le site, et dès qu'ils viennent, qu'ils soient envoyés dans la partie course et tunnel d'achat, qui eux, leur principal objectif, c'est de transformer. Et côté collaborateur, c'est de la préparation et de l'excellence opérationnelle, bien évidemment. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, donc des communautés de pratique, mais aussi appuyées par une core team, qui elle aura pour objectif plutôt de la performance technique, justement, et aussi d'animer finalement toutes ces communautés et s'assurer de la performance technique de l'ensemble des équipes. Voilà le modèle sur lequel on est arrivé. Donc voilà, on avait le modèle, on avait le positionnement, tout était prêt, maintenant il fallait se lancer. Est-ce que vous connaissez un rituel dans l'agilité à échelle plutôt simple pour initier une transformation? Donc on a pris un des rituels les plus compliqués, le PI planning, qui est difficile pour des équipes expertes. Je vous laisse imaginer ce que c'est pour des équipes nouvellement formées. Mais on s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir un exercice qui mette les équipes directement sur les rails. Petite métaphore. Du coup, de cette transformation, et de les mettre dans un exercice difficile d'office pour qu'elles puissent se projeter. Et ça nous permettait, nous aussi, de tester le modèle très rapidement, de voir les premiers refinements. Donc, je ne vous cache pas que ce PI planning ressemblait plus à un refinement géant qu'à un PI planning, parce que les équipes ont eu assez peu de temps de préparation finalement en amont. Elles se sont presque découvertes là. On a fait 1 ou 2 ateliers en amont quand même du PI pour faire un peu d'estimation, pour pouvoir positionner quand même un peu d'US sur les 3 mois. Mais voilà, c'était une manière de commencer. Bon, c'était pas le premier PI planning, les équipes avaient l'habitude de faire des PI planning, mais c'était en tout cas le premier en feature team. Donc voilà, donc là on est lancé, on a lancé le premier PI, donc là on est quelques mois après, et je vais laisser la parole du coup à Amine qui va vous raconter la suite. Merci Samy. Hop. Je propose de faire un petit zoom sur comment ça s'est passé vraiment dans les équipes. Comment c'était avant en component team et comment c'est maintenant en feature team. Donc avant en component team, il y avait un chef de projet, donc c'était le owner de la fonctionnalité, qui, voilà, là, il veut développer une fonctionnalité qui permet d'accompagner l'utilisateur à mieux manger, ce qu'on appelle, nous, Smart Conso. Donc, il va discuter avec le PO, les PO des différentes features, component team, donc PO mobile, web, back, chacun avait son propre backlog. Donc, la réponse des PO, on va prioriser ce sujet dans notre backlog.
selon les priorités qu'on a, selon les sujets qu'on a. Et l'UX UI, prenez la demande en compte pour la rédaction des maquettes et pour voilà, toute la partie UX. A few moments later. Donc, le chef de projet qui venait après quelques semaines pour faire un point de suivi. Alors, vous en êtes où? La réponse du PO mobile, je ne peux pas commencer sans les contrats d'interface côté back, qui ne sont pas encore prêts. Côté web, ils ont fait un peu plus d'efforts. Donc, ils ont développé le composant produit. Mais pareil, ils sont bloqués par l'équipe back. L'UX UI, il n'est pas du tout d'accord avec le web, vu que l'interface web ne respecte pas le design system, donc ça va bloquer. Il y aura un problème de validation de cette interface. Et le PO back, il a d'autres sujets plus prioritaires. Il a de la prod, il a d'autres sujets qui sont déjà priorisés dans le backlog. Et du coup, il y a une dépendance, il y a un blocage. Transformation. Donc maintenant, c'est plus le chef de projet, c'est le PO de la feature team, pareil, qui veut développer une fonctionnalité qui permet d'accompagner l'utilisateur à mieux manger. Il va se tourner à une équipe, une feature team, qui est composée de développeurs iOS, développeurs Android, des développeurs web, des développeurs back. Un QA qui va faire un peu plus de tests que le PO, c'est des tests plus poussés sur des scénarios d'erreur, des tests de non-régression. Un UX UI rattaché à l'équipe, qui est là pour la rédaction des interfaces, pour le refinement, pour le cadrage, et aussi la validation de ces interfaces, et bien sûr le Scrum Master. Donc à la présentation de la fonctionnalité, le premier point, c'est un brainstorming et idéation. Vu comme l'a dit Samy tout à l'heure, les équipes maintenant ils sont spécialisées, c'est des équipes qui connaissent le domaine fonctionnel, ils vont participer à l'idéation pour proposer des idées, ils sont montés en compétence sur le fonctionnel. Voilà, on va aussi macro-estimer la fonctionnalité pour pouvoir la prioriser, WSJF. Donc, suite à ce point, on va faire un autre, après la priorisation, on va faire un point de cadrage. Pareil, on va essayer de faire participer toute l'équipe pour faire le cadrage, la faisabilité technique et aider l'UX UI sur les maquettes. Donc voilà, on va prioriser la fonctionnalité. À un moment, on va commencer à faire du refinement. Pareil, on va réunir toute l'équipe et on va commencer à rédiger les user stories. Donc les user stories, on en a 4. Par exemple, pour la fonctionnalité que j'ai citée, aider l'utilisateur à mieux manger, on aura une story back. C'est le web service qui permet de renvoyer le score d'un produit. Et on aura une story par front, donc une story web, une story Android et une story iOS pour afficher le score du produit. Après ça, on va faire un poker planning. Donc, le poker planning, on va essayer, je dis bien essayer parce que c'est vraiment un challenge pour nous, c'est de faire participer toute l'équipe à l'estimation de toutes les stories. C'est-à-dire que moi, développeur iOS, je devrais être capable d'estimer une story back. C'est pas évident, c'est un challenge. Je laisserai Loïc développer un peu après les challenges qu'on a. Aussi pour la validation, on va faire 3 validations en fait. Une validation PO, la validation que vous connaissez, qu'on va valider que la user story répond bien aux besoins fonctionnels. Une validation QA, on va entrer un peu plus dans les détails. On va valider la non-régression, les scénarios d'erreur, tous les tests. Et l'UX UI, qui va aussi participer à la validation de la story, que le front respecte bien le design system, respecte bien les maquettes qui ont été rédigées par l'UX UI. On remarque vraiment un changement de posture pour le PO. Avant, une fonctionnalité, elle était dans 4 backlogs différents. C'était la responsabilité du chef de projet, cette fonctionnalité. Maintenant, changement de paradigme. On va appeler ça le PO 2.0. C'est le PO qui est responsable de ce backlog. C'est le PO qui est responsable de plusieurs technologies, des API, du front, l'Android, l'iOS, toute la partie UX, avec toute la complexité qu'il y a derrière. Il faudra bien prioriser la partie back parce que c'est à eux de rédiger le contrat d'interface avant d'attaquer les différents fronts. Du coup, je cite l'exemple de Ayoub tout à l'heure, consigne sec. Ça passait par 6 équipes, par 6 component teams. On a pu réduire
on a pu réduire à 3 feature teams, parce que c'est quand même une fonctionnalité assez complexe. Mais tout à l'heure, Ayoub a parlé de time to market, qui était de 6 mois. Bah, avec cette fonctionnalité, si on l'avait fait après la transformation, après des feature teams, on estime qu'on pourrait la faire en 1 mois. Donc on aurait divisé le time to market par 6. Il y a pas mal de gains. Et parlant de gains, bah, je vais laisser la main à Loïc pour vous parler de tous les gains de cette transformation. Merci Amine. Oui, alors grâce à cette transformation, on a pu observer, voire même par moments mesurer certains gains. Le premier, c'est une réduction des dépendances, ce qui peut paraître logique par rapport à cette composition d'équipe où on a vraiment tous les acteurs nécessaires pour livrer une feature de A à Z. Maintenant, voilà, 80%, vous pouvez me dire, mais pourquoi pas 100%? On a encore certaines fonctionnalités, certains projets qui sont... Oh, 5 minutes, ok. Qui sont cross-squad. Et donc, on a des chefs de projet qui nous aident justement sur ces 20% qui restent. Un autre gain, 50% d'anomalies de production en moins. Donc, le backlog d'anomalies de production a vraiment fondu. Et on imagine très facilement, comme l'a pu le dire Ayoub, voilà, on a une anomalie qui arrive, on pense que c'est du mobile. Le mobile nous dit non, c'est pas nous, c'est de la WebView, c'est le web. Le web va dire c'est du back. Le back, après analyse, va peut-être faire revenir la chose. Avec l'organisation précédente, des jours se sont passés. Avec l'organisation actuelle, bah, ça se passe dans l'équipe. Les gens se parlent, sont les uns à côté des autres et font partie de la même équipe. Et ça va vraiment très très vite. Moins de parallélisation. Donc vraiment, une équipe, elle est sur son sujet et elle essaie de le terminer avant d'en commencer un autre. Donc ça évite d'avoir voilà, trop de sujets en cours. On a mis en place une revue de performance, donc le plus fréquemment possible. On regarde par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés, des objectifs business. Voilà, qu'est-ce qu'on a apporté à la plateforme et on constate vraiment par rapport aux chiffres de la production. Une évolution aussi du mindset qu'on a pu constater. Donc un mindset plus agile, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot, et un mindset plus produit vraiment. Les équipes s'intéressent vraiment à ce qu'ils apportent aux produits. Ils ne sont pas juste les maillons d'une longue chaîne. Et des échanges plus enrichissants. Donc vraiment, les Scrum Masters, on peut vraiment observer des échanges entre les développeurs de différentes technos, entre le designer, le QA, etc. Donc ça, c'est... Et un dernier gain, non des moindres, un time to market qui aujourd'hui, on a pu observer qu'il a progressé de 30%. Donc on est très vigilant sur le sujet et on continue à voir comment optimiser ça pour vraiment, vraiment c'est notre but, que le time to market soit le plus réduit possible. Maintenant, tout ça, ça a aussi causé des challenges. Donc Amine en a parlé un petit peu, l'estimation dans les squads. Donc on pensait au départ que le fait que tout le monde estime, que ce soit des développeurs web, back, mobile, estiment ensemble, ça allait permettre de créer une meilleure cohésion, une meilleure adoption de ce nouveau modèle au départ. Et il s'est avéré que ce n'était pas forcément naturel pour les développeurs de faire cet exercice-là. Donc on est un peu revenu en arrière. Et en ce moment, on étudie la possibilité, pourquoi pas, pour certains individus, de passer, de les faire progresser vers un profil hanté. Donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pouvez vous renseigner. Et pourquoi pas, un jour, passer à du no estimate ou pas. Voilà, petite inception pour les managers présents dans la salle. Hello. L'inclusion des designers dans les squads. Parce que les designers, ils étaient dans leur équipe et ils étaient inclus dans certains moments de la vie de la fonctionnalité, souvent en amont, très peu pendant l'implémentation. Maintenant, ils ont vraiment une place dans l'équipe, que ce soit au moment de l'implémentation avec les développeurs, si jamais il y a un asset qu'il faut changer ou je ne sais quoi. Mais aussi, donc, on s'est posé des questions. Voilà, profitons aussi de cette compétence pour faire de la recette UI dans l'équipe avant que ça aille plus loin. Et donc, on a mis à jour des workflows, mis en place des instances. Ça va être très disparate d'une équipe à l'autre, mais maintenant, nos designers font vraiment partie des équipes. Le releasing, donc on en a déjà parlé, c'est vraiment, ça reste un challenge.
On a fait beaucoup de progrès, on progresse encore, mais bien évidemment, avoir plusieurs PO pour sortir une nouvelle version, ça nécessite plus de synchronisation, plus de planification. Voilà, c'est un challenge qui est bien évidemment technique, mais pas que. C'est aussi un challenge humain, donc il faut que les gens communiquent et se synchronisent. Et un petit dernier, les OKR. J'ai vu qu'il y avait une présentation, c'était peut-être en ce moment d'ailleurs, sur les OKR. Donc ce n'est pas ici maintenant qu'on vous en parlera précisément. Mais voilà, il y a plusieurs sessions qui ont eu lieu dans les équipes pour qu'elles définissent leurs objectifs, leurs résultats à atteindre, etc. Certaines équipes se sont même appropriées la chose en créant des dashboards dynamiques qui leur permettent de voir l'état de la production par rapport à leurs objectifs et s'ils les atteignent, enfin s'ils s'approchent de l'objectif, du résultat qu'ils voulaient atteindre. Et pour tout ça, on est accompagné par notre coach Guy, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Fin témoignage, très rapidement. Ouais, allez, on prend quelques minutes. Donc oui, parce qu'on est là à 4, c'est déjà pas mal pour vous parler de ce qui s'est passé, mais il y a aussi d'autres personnes qui l'ont vécu, bien évidemment. On a l'exemple de Rachel, donc PO, qui, je vais juste lire la phrase de fin. Donc, suite à cette transformation, on a pu observer une meilleure partage des connaissances du fait du mélange de technologies et des profils, ainsi qu'une cohésion plus forte dans les équipes. Donc, c'est un retour positif. Ali, lead PO, donc le nouveau rôle dont a parlé Samy. Donc, lui qui est très positif, qui note quand même que il avait une certaine appréhension et du fait de l'arrivée de Samy dans l'organisation, ça lui a permis d'être rassuré sur ce qui allait se passer. Et donc, d'équipes composants à qui on disait quoi faire avec une multitude de dépendances et une multitude de déphasages produits, à des équipes autonomes en charge d'un backlog bien identifié. On a Amine, un lead dev web, qui lui, alors c'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Donc, il nous a fait une checklist de tout ce sur quoi, tous les challenges sur lesquels on doit encore travailler, mais qui est quand même positif. Et donc, il nous dit quand même, la transfo est bénéfique, c'est déjà bien, mais on peut faire mieux sur l'organisation et sur la technique. Donc voilà, ça ne résout pas tout, hein, c'est pas magique, mais en tout cas, les gens sont assez positifs. On a un développeur Android, qui lui aussi est assez positif. On nous a responsabilisés et du coup, on s'implique plus et on est plus autonome sur un projet que l'on s'est approprié. Et le meilleur pour la fin, Mohamed Hashmi, donc manager, responsable du développement, donc qui lui aussi a trouvé la transformation positive et qui a noté une amélioration de la priorisation côté métier, qui note quand même les challenges qu'on a toujours sur le releasing. Et on est pour lui passé de personnes, on est maintenant des personnes responsables qui font une transformation réussie. Et on pourrait en ajouter, on n'a pas mis les 60 et quelques personnes du plateau. 60, combien 160, ouais. Excusez-moi. Hop, et puis très rapidement, Amine. Yes. Très rapidement, nous, ce qu'on a appris de cette transformation, c'est beau de croire, c'est beau d'avoir des Scrum Masters et un RTE qui travaillent une fois tous les 3 mois pour faire une transformation. Mais c'est toutes les équipes qui font une transformation. On a eu un engagement de toutes les équipes, des 160 personnes qu'on a citées, qui ont travaillé, et c'est grâce à eux qu'on a fait cette transformation. Donc c'est vraiment la collaboration qui fait une transformation. Samy. Moi, ce que j'ai appris surtout, c'est que le modèle multi-composant n'est pas un mythe. Donc on parle d'équipes, de feature team, etc. Mais le voir en application, donc du front jusqu'à la couche service, un microservice. On n'a pas encore toute la couche back-office, on l'aura peut-être bientôt. Mais ce n'est pas un mythe, ça marche. Et ce n'est pas au détriment d'une certaine efficacité imaginée où une équipe composant va délivrer plein de fonctionnalités web à la suite des autres. Là, on développe vraiment des features qui sont beaucoup plus game changer, entre guillemets, parce qu'on peut faire vraiment des choses puissantes avec tout le monde dans l'équipe. Genre qu'une feature, quand elle sort, il faut qu'elle sorte à la fois sur web et sur mobile. On a très très peu de features qui sont sur l'une des 2 plateformes. Du coup, il y a bien une synchronisation à avoir. Et voilà. Et du coup, j'ai appris que c'était possible et que ça marchait bien aussi, que ça pouvait bien marcher, avec aussi la bonne couche de synchronisation aussi derrière, mais qu'on est plus efficient, quoi.
Ouais, un peu comme Samy, hein, voilà. C'est quelque chose que j'envisageais de faire dans pas mal d'organisations chez qui je suis passé, mais ça n'a jamais pu se faire. Soit le bac n'y était pas, soit le designer n'y était pas. Et donc là, grâce à la Steam, grâce à Intermarché, j'ai pu vivre de l'intérieur cette transformation. Et clairement, voilà, on y voit des choses vraiment, vraiment bénéfiques. Donc ça valide quelque chose que je pensais au départ. Et moi, personnellement, ce que j'ai appris, il n'y a pas un moment parfait pour se lancer. Il faut se lancer, ensuite itérer. Si on attend toujours le moment parfait pour faire une transformation ou pour changer le modèle sur lequel nous travaillons, ce moment parfait-là ne va jamais arriver. Du coup, il faut se lancer, ensuite itérer et essayer d'améliorer les choses. Voilà, on a fini, je pense.